quelque part dans l'ouest de la France, début octobre. Ça tourne ? Attends, siffla Lucaël. Pendant qu'il essayait de démêler la sangle de la caméra, Kémia referma son blouson et tourna la tête vers le manoir. Froide et austère sous la lune glacée, l'immense bâtisse se composait d'un corps de logis rectangulaire, haut de 3 étages à en juger par le nombre de fenêtres. Son parvis était surmonté de 4 colonnes qui soutenaient un frontispice sculpté, lequel donnait au lieu des allures de temple romain. Sur la droite se devinait le globe d'une serre et juste derrière se distinguait le clocher d'une chapelle privée qui, d'après la légende, sonnait 13 coups les soirs de tempête. C'est bon, s'exclama Lucaël. Il braqua la caméra sur Kémia. La lumière rouge s'alluma. L'appareil dans la main droite, il tenait de l'autre une lampe pour éclairer son ami. Le tournage pouvait démarrer. « Eh bien, bonsoir à tous, commença Kémia, et merci de nous rejoindre pour une nouvelle exploration nocturne. Je suis avec Lucaël, il agita sa main devant la caméra, et nous sommes au manoir Bellet. » Elle s'écarta pour qu'il puisse faire un plan du bâtiment avant de couper. Il devait maintenant entrer sur le domaine, dont la seule issue apparente était une grille rouillée et cadenassée. « Tu feras un plan au drone ? Tu veux que je fasse maintenant ?» proposa-t-il en rangeant la petite caméra dans son étui. « Déjà, on essaie de passer le mur. » Le matériel technique récupéré, ainsi que les sacs de couchage, ils se dirigèrent vers une faille causée par un éboulis de pierre repéré une semaine avant le tournage. Pour l'atteindre, ils longèrent le mur en progressant parmi des ronces et des racines qui incisèrent la peau de leurs chevilles. Dans le jardin abandonné, Kémia, excité et pressé de découvrir les mystères de cette demeure prétendument hantée, en oublia le tournage. Lucaël dut courir pour la rattraper. « Hé, doucement, on n'est pas sur un grand boulevard !» D'une main serrée autour de son poignet, il l'entraîna derrière un buisson et l'obligea à se baisser. De là, il pouvait observer le manoir sans être vu. Une précaution utile pour Lucaël, dérisoire pour Kémia. Le silence entre eux, à peine brisé par leur respiration, était d'une qualité particulière. Il laissait paraître la frustration de Kémia, qui ne cherchait d'ailleurs pas à la cacher. « On fera les plans au drone demain matin, déclara-t-il en regardant le ciel. C'est trop couvert. Et il y a du vent. » Kémia ne l'écoutait pas, les yeux rivés sur les fenêtres de l'imposante bâtisse. « T'es sûr de vouloir y aller ?» interrogea Lucaël. « Comment ça ? T'aurais pas envie d'être avec ta famille ce soir ? » Que ça changerait. Le ton était sans appel. « Y a rien qui bouge, reprit-elle en se levant. On y va. » Lucaël la retint par sa ceinture. « Quoi ?» Il ne répondit pas. Kémia était têtue. Dans l'état où elle se trouvait, elle aurait facilement le dessus si le ton s'élevait entre eux. Il parvint tout de même d'un geste de la main à la convaincre de progresser avec discrétion. Elle s'y obligea le temps de traverser la bande de gravier, dessinée autour de la fontaine asséchée, plantée comme un rond-point devant l'édifice. Cependant, dès qu'ils eurent atteint le perron, elle gravit les marches décontractées et essaya en vain de pousser les battants de l'immense porte de bronze à la seule force de son corps. « Non mais ça va pas la tête !» fulmina Lucaël en s'efforçant de chuchoter. « Tu te rends pas compte du bruit que tu fais ?» Mais rapidement, elle s'apaisa. Les lieux demeuraient silencieux. « Ça valait le coup d'essayer, se défendit-elle. » À pas feutrés, ils se faufilèrent le long du logis jusqu'à ce que Kémia repère un soupirail dans le mur de la chapelle. S'étant accroupie, elle tenta de l'ouvrir, d'abord avec les mains, puis avec les pieds. La grille finit par céder dans un bruit sourd. « Bon, ben, pour la discrétion, c'est râpé, » maugréa Lucaël, guettant des mouvements aux fenêtres. Après s'être débarrassé de son sac et avoir ajusté sa lampe frontale, Kémia s'engouffra, les pieds devant, dans l'étroite ouverture. Au terme d'une lente et râpeuse glissade sur la pente que dessinait le mur,
Elle se reçut 2 mètres plus bas sur un sol de terre, rendu inégal par ses reliefs et ses aspérités. Après une rapide inspection des lieux, elle épousseta ses vêtements, réajusta ses genouillères et réceptionna leurs 2 sacs. Lucaël la rejoignit. Charmant, apprécia-t-il. Ils étaient dans la crypte. Basse de plafond, soutenue par des colonnes dont les chapiteaux étaient ornés d'étranges visages grimaçants, elle abritait 2 tombeaux surélevés chacun d'un gisant. Malgré les quelques filets d'air entrant par les soupiraux, l'atmosphère était étouffante et leur asséchait la gorge. Le sac sur l'épaule, Kémia fila jusqu'à une grille qui les séparait d'un escalier. Le cadenas qui la tenait fermée était rouillé. Elle sortit un marteau de son sac. Quelques coups suffirent à le briser. « Kémia !» dit Lucaël. « Quoi ?» Elle l'aveugla de sa torche. « Non, rien. » L'accès dégagé et lampe en avant, ils gravirent les marches. C'était un escalier de pierre tout raide, dissimulé derrière l'autel de la chapelle. Une fois sorti, Lucaël filma 2 ou 3 plans. Le sombre dallage, par endroits fracturés, et les murs obscurcis par l'humidité, cette chapelle était à la fois un lieu paisible et glauque, surtout quand le vent s'en mêlait, en soufflant d'effrayantes beuglantes à travers les vitraux brisés. Par la porte intérieure, Kémia en tête, ils pénétrèrent dans le manoir et se faufilèrent jusqu'au hall d'entrée. Merveille d'architecture, cet endroit avait été conçu pour en mettre plein la vue. Face à la porte gigantesque se trouvait un double escalier de marbre dont chaque partie formait une élégante courbe avant de rejoindre un palier où l'hôte avait dû se tenir pour accueillir ses invités. Les 4 rambardes étaient décorées de roses sculptées que la poussière et les ans avaient su altérer. De ce palier, soutenu par 2 atlantes qui gardaient un couloir s'enfonçant dans l'obscurité, une dizaine de marches menaient au premier étage. Le nez levé, Kémia contemplait la suspension de cristal au-dessus de leur tête, probablement soutenue par un système de cordes que d'épaisses soieries pourpres couvraient à la vue. Au mur se confondaient peintures de maîtres et portraits, quelques têtes de gibiers abîmés qui veillaient le mobilier curieusement disposé là, 4 fauteuils en cercle, 2 confidents en recoin, une duchesse et 3 méridiennes sur les côtés. D'épais rideaux cachaient des portes dérobées et prévenaient contre les sources de lumière qui auraient nui à cette atmosphère feutrée. Ils déposèrent leurs sacs, et pendant que Lucaël examinait les ténèbres, incapable de se départir d'une gêne croissante alors qu'il installait son trépied, Kémia, indifférente, s'appliquait à disposer quelques lampes sur le sol face à elle. Enfin, elle s'assit en tailleur devant la caméra. « T'es prête ?» demanda Lucaël. Elle hocha la tête. Ils reprirent l'enregistrement. Lucaël derrière l'objectif, dos à la grande porte, le sombre couloir figé dans sa rétine. Nous nous retrouvons à l'intérieur du manoir. Avant de commencer l'exploration, nous allons vous raconter l'histoire du lieu. Les premières mentions retrouvées remontent au Moyen Âge, lorsqu'il s'agissait d'un domaine viticole. Le manoir n'existait pas à l'époque, c'était plutôt une ferme et quelques communs ou une grande maison. La demeure telle que vous la verrez sur les images filmées à l'extérieur a été construite au XVe siècle par le comte de Belley. « Il y a un bruit !» la coupa Lucaël. « Quoi ? T'as pas entendu ? » ?»« Non, je te dis qu'il y a eu un bruit. » « C'est peut-être le bois qui travaille. » Moins convaincu, Lucaël grimaça. Ils attendirent quelques secondes et, rassurés, reprirent le tournage. « J'en étais où ? Oui, le comte de Belley est aujourd'hui connu comme un mystique, ayant collaboré avec les forces occultes auxquelles il aurait sacrifié sa femme et sa fille. Passez une bonne nuit après ça, rit Lucaël. À la suite de ces événements, le comte est porté disparu et le manoir abandonné. Il est racheté à... T'as entendu ? Glissant sur ses genoux, elle se retourna, persuadée que le bruit provenait du fond du couloir. Oui, c'est peut-être un animal ? Encore une fois,
Ils soumirent leurs nerfs à un rude exercice de patience. Mais rien. Kémia poursuivit. Il est donc racheté en 1818 par la famille Dawkins. Durant 25 ans, c'est une période de luxe et de fête, jusqu'en 1843, quand Lily Dawkins, la cadette de la famille, se suicide. Et t'as oublié la disparition du fils aîné ? Kémia réprima un soupir. Cette interruption lui avait fait perdre le fil de ses pensées. Non, là, j'ai clairement entendu quelqu'un marcher. Éteins les lampes. Ils se retrouvèrent dans le noir complet. Chaque froissement de tissu provoqué par leur respiration semblait amplifié par l'écho de leur imagination. De nouveaux bruits de pas se firent entendre à l'étage. « Qu'est-ce qu'on fait » chuchota Lucael. Pas de réponse. « Kémia ?»« Je sais pas. Tu crois qu'il pourrait y avoir des squatteurs ?»« C'est possible, mais on n'a vu aucune vitre brisée ou de porte ouverte. Même, t'as vu le sol, il est recouvert de poussière, il n'y a pas de traces de pas. » En haut, les bruits s'étouffèrent. Le problème, poursuivit Lucael à voix basse, c'est que s'il y a des gens, ils savent qu'on est là. Le soupirail a fait un bruit d'enfer, plus les coups sur le cadenas, et avec les lumières, ils ont forcément repéré où on était. C'est peut-être d'autres explorateurs. Les bruits de pas recommencèrent, plus proches. Lucael serra sa lampe torche dans sa main. Kémia se glissa jusqu'à la caméra pour s'assurer qu'elle enregistrait toujours. Elle était passée en mode nocturne. Elle enleva le trépied et la pointa vers le haut des escaliers. Si quelqu'un passait, elle ne pourrait pas le manquer. Sans succès. Le bruit disparut. Kémia proposa de rallumer. « On attend encore un peu, » protesta Lucael. Après un long moment dans le noir complet, sans autre bruit suspect, si ce n'était des craquements de bois et les cris de quelques oiseaux nocturnes au dehors, ils rallumèrent les lampes et reprirent leur travail. Kémia en profita pour épousseter son pantalon d'une main énergique. « Moi qui voulais pas faire de lessive, » marmonna-t-elle. « Donc je disais qu'en 1843, le fils aîné disparaissait après que sa sœur fut retrouvée morte, soi-disant suicidée. Je dis soi-disant parce qu'il n'existe aucune preuve indiquant qu'elle se soit donné la mort. »« Chut !» Kémia s'interrompit. S'il n'avait tenu qu'à elle, elle serait allée vers le bruit afin d'être avisée, mais elle ne voulait pas contrarier son amie. Dans leur duo, il était la prudence, elle était le taureau. « J'ai rien entendu, finit-elle par lâcher. Je pense que c'était le vent, confessa-t-il penaud. S'inquiéter pour un pauvre Zéphyr. Parfois, Lucael était vraiment timoré. « Le manoir est de nouveau abandonné, reprit-elle. Aucun acheteur ne se présente. On en parle en littérature comme d'une maison hantée. Mais l'intérêt se perd au début du siècle dernier à cause de la guerre. Il faut attendre les années 1950 pour que le manoir fasse à nouveau la une des journaux avec la disparition d'un jeune homme. Et ce n'est que la première d'une longue série. Depuis, de nombreux urbexeurs ont tenté comme nous de visiter ce manoir, mais ils n'ont jamais pu y rester plus de 2 ou 3 heures. Nous allons tenter d'y passer la nuit. Nous sommes équipés de lampes, de 6 caméras et de détecteurs. Alors qu'il est, nous n'avons pas encore commencé l'exploration, mais du peu que nous en avons vu, tout est resté en l'état. Il n'y a pas eu d'autre dégradation que celle causée par le temps. On coupe. Lucael arrêta l'enregistrement. « Allez, go, on y va !» dit Kémia en frappant dans ses mains. Ils s'équipèrent chacun de leurs 3 caméras, l'une à la main, l'autre fixée sur le torse et la facecam au bout d'une perche. Ils ajustèrent les micros au revers de leur col. Ils étaient prêts pour l'exploration. Kémia emprunta l'escalier la première. Elle souriait.